Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir Philbrock, PowerS, Talius Makombo, Abderrahim, j'ai vu aussi Sam Léo, modératrice, qui est toujours là, qui j'ai vu encore passer Béatrice, je vais en oublier, c'est une mauvaise idée de faire ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on va se parler en toute franchise, en toute, j'allais dire, en roue libre même, avec un invité que j'ai l'honneur de recevoir qui a accepté immédiatement mon invitation. Je suis vraiment ravie et voilà, comme je disais, très honorée de recevoir Jacob Cohen. Jacob, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation tout de suite et merci aussi de m'avoir envoyé votre livre dont on parlera au cours de l'émission, qui m'a, comme je vous disais, profondément touchée et vraiment, il est magnifique. Donc bravo pour ce travail et merci pour tout ce que vous faites. Je suis enchanté de vous découvrir et c'est un plaisir de partager des choses avec vous. Voilà. Alors, Jacob, vous êtes engagé depuis longtemps, écrivain, essayiste aussi. Oui. Vous écrivez des romans. J'aime beaucoup cette méthode aussi pour ne pas, pour trouver, en fait, c'est une manière de pouvoir dire des choses qu'on ne pourrait pas dire des fois. Par contre, dans les émissions, et je pense que j'ai vu toutes les émissions depuis toutes ces années auxquelles vous participez depuis, et en fait, vous êtes là, par contre, vous ne vous empêchez pas de dire les choses clairement, comme elles sont, factuellement, de dénoncer les choses, et notamment le sionisme. Vous avez écrit aussi plein de livres, mais Le Printemps des Sayanim aussi, j'avais beaucoup aimé. Oui. Et là, vous revenez avec un nouveau livre juste pour dire le printemps, donc c'est pour ça c'était intéressant qu'on mette le titre, Le Printemps des Sayanim, aux éditions Fiat Lux, donc Salim Laïbil, que vous connaissez, le libre penseur qu'on a déjà reçu ici sur ma chaîne aussi. Et donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre description déjà ? Non. Non. Mettons qu'elle est incomplète, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Non, après, je vais dire d'autres choses. Alors, c'est compliqué de dire ça, parce que finalement, je ne sais pas trop dans quel sens le prendre. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes juif marocain ou marocain d'origine juive ? Comment on peut dire sans… Bon, je me considère comme un écrivain franco-marocain, Oui. universitaire, écrivain franco-marocain, puisque j'ai vécu à peu près le même nombre d'années au Maroc et en dehors du Maroc. Et je me considère comme, c'est vrai, comment dire, mon identité marocaine est très importante pour moi. D'abord parce que je l'ai découverte sur le tard. En fait, les Juifs marocains ont eu ce problème, comme moi par exemple. J'ai reçu une éducation française au Maroc et donc je connaissais rien du Maroc, ni de la société marocaine, etc. Et quand j'ai quitté le Maroc une première fois, j'ai quitté dans l'ignorance totale de ce qu'était la société marocaine. Mais comme j'ai un esprit ouvert, par exemple, quand je suis arrivé au Canada, je n'ai pas cherché les contacts avec la communauté juive, j'ai cherché le contact avec les Québécois. Enfin, à Paris, c'est la même chose. Donc, quand je suis retourné au Maroc pour une dizaine d'années en tant que maître assistant, je me suis dit, c'est l'occasion de connaître la société marocaine, c'est-à-dire les musulmans, voilà, en d'autres termes. Donc, je me suis mis dedans, ce qui est très rare pour un juif marocain. Parce qu'en général, on a eu cette espèce de méfiance réciproque, non, pas réciproque, de la part des juifs. Et donc, je me suis mis dedans, et ce qui m'a permis d'ailleurs d'écrire des romans sur la société marocaine qui sont appréciés par les Marocains, parce qu'il faut avoir une connaissance très subtile, très profonde, de faire parler les gens, de connaître les motivations, les arrière-pensées, etc. Donc j'écris quelques romans sur la société marocaine, ça veut dire que je la connais bien, mais en même temps, c'était une société, bon, je ne pense pas qu'on va revenir là-dessus, mais c'est une société dans laquelle les Juifs, par exemple, 99,5% des Juifs sont partis du Maroc. Ça veut dire qu'ils avaient un problème, disons, d'adaptation, voilà. Et je l'ai ressenti aussi, malgré mes tentatives de m'y intégrer. Et je suis aussi très occidentalisé, si on veut, c'est-à-dire pétri de culture française, européenne, américaine, etc. Donc, je suis franco-marocain, voilà, globalement. D'accord, merci pour ces précisions.
Et Oui. voilà, vous avez bien expliqué effectivement vos origines marocaines. Et comment vous êtes venu à vous questionner sur la partie juive, hein, aussi de votre culture? Alors un jour, oui. Alors un jour, dans une interview, on m'avait dit qu'est-ce qu'il y a de juif en vous? Et j'ai répondu, j'ai eu l'idée de répondre, voilà, j'ai une identité multiple, c'est-à-dire je suis juif, je suis marocain, je suis arabe, je suis français, je suis un peu allemand, je suis un peu canadien, je suis marxiste, je suis trotskiste, je suis anarchiste, etc. Donc la part juive, elle est à peu près, mettons, de 5% dans mon identité globale. Voilà. C'est-à-dire, j'ai reçu une éducation juive très très forte jusqu'à l'âge de 20 ans. J'étais vraiment immergé dans la culture juive, dans le milieu juif. J'ai tout appris, enfin bon, j'ai appris beaucoup de choses. Et à 20 ans, je me suis libéré de tout cela, mais il est resté ce fond. Et donc ce fond représente, disons, la part juive dans mon identité, je l'estime à 5%. Voilà. Merci Jacob. Donc vous n'avez pas dû vous faire des amis dans votre famille, au sein de votre famille, mais en plus, forcément, au niveau de votre culture et au niveau de vos 5% d'origine juive, vous n'êtes pas fait de copains et même, ça ne vous a pas empêché de dénoncer très tôt, très rapidement ce que vous voyiez à l'époque déjà, ce que vous pressentiez et de dénoncer le sionisme notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Parce que beaucoup de personnes avec qui je discute entendent ce mot, puisqu'il est très à la mode en ce moment, depuis quelques mois déjà, et avec tout ce qui se passe dans le monde, on en entend beaucoup parler. Pour autant, je ne suis pas sûre que les personnes sachent exactement ce qu'est le sionisme, les sionistes. Alors, c'est-à-dire, en fait, ma démarche, elle est d'abord partie d'un point de vue personnel, familial et personnel, avant de devenir politique. C'est-à-dire, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste au Maroc, j'avais 16-17 ans, pendant à peu près 3-4 ans. Donc, c'est un mouvement de jeunesse où on m'a formé à apprendre le sionisme. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait 4 mouvements, je suis tombé sur un mouvement marxiste. Donc, j'ai appris l'international en hébreu, j'ai appris la lutte des classes, donc quand même, ça m'a servi aussi. Et j'ai adhéré énormément à cette idéologie. Bon, pour certaines raisons, je n'ai pas, je suis pas allé en Israël au kibbutz, bon, comme j'aurais dû le faire. Et il y a eu des événements qui m'ont fait comprendre l'arnaque. Très vite, j'ai compris l'arnaque du sionisme, c'est-à-dire les méthodes d'abord utilisées vis-à-vis des juifs marocains. Ça veut dire on les a bernés, on les a humiliés, on les a traités d'arabes, on les a discriminés, on a utilisé toutes sortes de méthodes pour les faire partir. On a menti, on leur a menti, enfin bref, ils se sont comportés pas du tout comme les sauveurs qui se présentaient d'être, c'est-à-dire nous sommes tous juifs, etc. Et j'ai même des témoignages familiaux très proches. Quand ils ont découvert Israël, pour eux, ça a été quelque chose de terriblement non juif. C'est-à-dire, en fait, ils se disaient, mais c'est pas possible, ce sont pas nos frères, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui m'a amené, c'est cette première démarche, cette première découverte. Au départ, c'était plus sentimental, personnel, familial. Et c'est après que j'ai commencé à étudier le sionisme, l'idéologie, etc. Mais c'est venu beaucoup plus tard et très progressivement, voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte à quel point les sionistes étaient arrivés au Maroc et ne s'intéressaient qu'à une chose, prendre le maximum de juifs et les mettre dans les points désertiques. Parce qu'ils avaient besoin de soldats, de chair à canon, d'ouvriers dans les usines, etc. Et qui les ont exploités et humiliés à mort. Voilà. Donc c'est un peu ça le point de départ. Après, ça a été le sionisme dans, par exemple, mettons, toute l'idéologie de nous voulons un petit bout de terre, nous voulons vivre en paix, etc. Petit à petit, j'ai découvert que l'arnaque, c'est-à-dire
que le sionisme en lui-même est une idéologie de conquête, de guerre, de domination, de racisme, et qui ne peut pas faire la paix, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. Depuis la guerre à Gaza, etc., les médias interrogent des sionistes de gauche, qui pour moi c'est un oxymore. Un sioniste est un sioniste, qu'il soit de gauche ou de droite, ça n'a aucun sens. Voilà. Un sioniste, c'est quelqu'un, c'est un homme politique qui refuse aux Palestiniens le moindre droit. Voilà. Et donc, par exemple, on a interrogé Elie Barnavi, qui était ambassadeur d'Israël en France et qui disait il faut absolument se débarrasser de Netanyahou, etc. Et beaucoup de gens tombent dans le piège, se disent s'il n'y avait pas Netanyahou, on pourrait faire la paix. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Netanyahou n'est que la suite de 60 années d'occupation, de conquête, etc. Sauf que on arrive au terme de l'évolution. Voilà. Mais en fait, c'est la même mécanique de domination et cette découverte, et en même temps aussi les moyens que je considère moi, les sionistes, comme des gens hyper intelligents, très pragmatiques, capables de tout, sans aucun scrupule. Et j'ai souvent invité, par exemple, les Arabes à ouvrir un département du sionisme dans chaque pays pour étudier le sionisme, comment il procède, etc., pour pouvoir le combattre. Parce qu'ils sont très forts. Voilà. Ils sont trop forts. Regardez, par exemple, comment ils possèdent l'Amérique. Je veux dire, enfin, Netanyahou, il joue avec les poupées Trump, Vance, etc. Enfin, c'est incroyable comment ils ont réussi à mettre dans leur poche les pays européens, l'Amérique, etc. Donc, ils sont très forts, très bien organisés. Et c'est ça qui m'a fasciné. Par exemple, j'étais franc-maçon aussi pendant un certain temps. Et au Grand Orient de France, ils avaient fondé une loge qui s'appelle l'Étoile de la paix judéo-sioniste. Donc, en fait, ils sont très. C'est cette puissance occulte que j'ai essayé de, comment dire, de rendre, de vendre aux gens et de leur dire voilà ce qui se passe et dont vous n'êtes pas conscient. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Et ça, vous l'aviez déjà dit, effectivement. Je vous avais entendu le dire, qu'ils étaient très intelligents, que vous étiez fasciné justement par leur manière de faire, leur procédure même, que même les pays arabes devraient prendre, une fois vous aviez dit ça, exemple aussi sur ça pour pouvoir justement répondre et contre-répondre. Et on le voit avec tout ce qui se passe là, notamment en Iran, au Liban, Cisjordanie, enfin voilà. Quel est votre, enfin, vous l'avez un peu dit, hein, mais j'aimerais bien vous entendre sur votre analyse géopolitique, parce que beaucoup, par exemple, là, croient encore en un Trump qui serait là pour justement tromper et faire croire que pour en fait appliquer son plan, Make America Great Again, etc. Là, vous l'avez dit entre les lignes, hein, vous avez dit Israël possède les USA et l'Union européenne, les sionistes en tout cas. En fait, le problème d'Israël, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire, c'est une idéologie de conquête, de domination, de puissance, et donc ils sont ivres de puissance. C'est ce que les Grecs appellent l'hubris. C'est-à-dire, ils se sentent tellement puissants qu'ils ne connaissent pas de limites. Ils ne se disent pas, bon, quand même, bon, ça va, on va s'arrêter, on va digérer nos conquêtes, on domine le Moyen-Orient, on domine le monde arabe. Non, il faut qu'ils aillent jusqu'en Perse, il faut détruire la Perse. Et après, ça sera la Turquie. Donc, en fait, c'est un pays qui ne peut vivre que sur le pied de guerre. Voilà. Et c'est ça qui va le perdre. Parce qu'en fait, à un moment donné, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'à force de faire la guerre, d'abord, il se détruit de l'intérieur. Parce que, par exemple, après la guerre de 12 jours de l'année dernière, et entre le 7 octobre et cette guerre de 12 jours, il y a 100 000 Israéliens qui sont partis, qui ont quitté le pays. Or, ce n'est pas 100 000 qui comptent, ce sont 100 000, c'est une fuite de cerveau, c'est-à-dire des gens libéraux
En fait, Israël était un pays extrêmement libéral, laïque, moderne, où la liberté de presse était grande, était colossale, une des presses les plus libres du monde. Mais avec le temps, ces sionistes libéraux de gauche, etc., ont eu tendance plutôt à partir parce que la terre brûlait sous leurs pieds. Alors que les religieux, et j'en ai dans ma famille, donc je peux en parler, les orthodoxes, quand je dis religieux, ça veut dire les orthodoxes, ils font entre 8 et 12 enfants. Voilà. Ils ne travaillent pas, en général, et il faut subvenir à leurs besoins, donc ils ne sont pas actifs. Et à un moment donné, par exemple, pour Israël, ils sont presque entre 15 et 20%. Un poids colossal. Ils ne font pas l'armée. Et ils se multiplient de cette façon-là. Et donc, en fait, c'est pour ça que la société israélienne devient de plus en plus religieuse, messianique, fasciste, qui introduit petit à petit une espèce de charia juif, donc impose un diktat religieux, pas encore à Tel Aviv, parce que bon, c'est vraiment la place forte de la laïcité, mais ailleurs, ça commence déjà, et même, par exemple, des profs qui sont éjectés de l'éducation nationale parce qu'ils critiquent, parce qu'ils prennent des positions, etc. Donc, c'est une société qui prend de plus en plus les aspects fascisants d'une société totalitaire, enfermée dans sa religion, dans son optique messianiste, qui déteste les Arabes, qui ne peut pas qui déteste le monde entier. Et donc, vous savez, j'aimerais juste terminer vous savez, les sionistes voulaient libérer les juifs des ghettos, c'est-à-dire voulaient libérer les juifs de la diaspora de cette espèce de ghetto qui faisait du juif un commerçant ou un intellectuel. Voilà. Et les sionistes voulaient en faire un guerrier, un paysan, un ouvrier, etc. Et en fait, les sionistes ont réussi à créer un immense ghetto, parce que c'est un vrai ghetto, un ghetto économique, intellectuel, etc. Et ce ghetto s'enferme de plus en plus dans cette mentalité-là, et il ne peut aller que vers sa destruction interne, parce qu'il ne peut pas se régénérer de l'intérieur. C'est impossible. Voilà. C'est ça le drame. Que d'ailleurs, c'est pas ce que je dis là, il est dit depuis 40 ans. Il y a eu des précurseurs qui l'ont affirmé et qui ont dit que la voie que nous suivons nous mène vers la catastrophe. C'est comme un train fou. Il y a un ancien général qui avait utilisé cette expression. C'est un train fou qui fonce contre le mur sans frein. Et on ne peut pas l'arrêter. Merci Jacob. Je viens de voir passer un message de Lou Divergent, que vous connaissez bien aussi, qui nous passe le bonsoir, qui nous écoute aussi. Juste pour la petite parenthèse. Alors Jacob, c'est intéressant, que j'ignorais, que vous venez de dire, dans ce que vous venez de dire, c'est aussi le fait qu'ils s'auto-détruisent parce qu'ils ne peuvent pas se régénérer. Moi, je m'étais dit, l'autodestruction, finalement, c'est parce qu'ils font tellement, comme dirait Salim Laibi, hein, souvent, ça se voit, c'est pornographique tellement que ça se voit. En fait, ce sera l'opinion publique qui fera basculer les choses. C'était ma compréhension des événements. Parce que le monde entier, a priori, enfin le monde entier, beaucoup dans des pays, notamment occidentaux, sont contre ce qui se passe là, actuellement. Ne sont pas, je dirais, consentants. Donc, il y a à la fois, je ne sais pas si vous avez la même analyse aussi que moi, à la fois cette opinion publique qui prend le pas et qui va contre, justement, ce que fait Israël et les pays occidentaux qui l'entraînent avec elle. Et là, vous me dites aussi, il y a le fait de cette autodestruction parce qu'ils ne peuvent pas se régénérer de l'intérieur. Donc, j'avais aussi l'idée, je réfléchis en même temps,
par rapport à ce que vous dites. J'avais aussi l'idée que, comme ils sont placés, ce pays, comme il est là où il est placé, comme ils sont, de toute façon, ils se renferment sur eux-mêmes. Ils ne pourront même presque plus fuir ceux qui veulent partir. Bon, en fait, vous savez, je ne sais pas si c'est. L'histoire est souvent ironique. Je m'explique. Vous savez, par exemple, l'Europe a toujours été antisémite. Bon, je veux dire pendant 10 siècles, au moins, ou 12 siècles. Juste pour vous donner deux idées très vite. En 1938, Hitler voulait se débarrasser des Juifs allemands et autrichiens. Donc, ils ont organisé une conférence à Aix-les-Bains ou à Évian, je ne me souviens plus, c'était en juin 1938, une des deux villes. Et il leur a dit, voilà, prenez les Juifs. Et les Juifs allemands et autrichiens n'étaient pas n'importe qui quand même. C'est pas comme les immigrés qui viennent d'Afghanistan. Enfin, je veux dire, c'était des docteurs, des architectes, des ingénieurs, etc. Aucun pays n'en voulait. Et le ministre français des Affaires étrangères a envoyé un télégramme au président du Conseil, comme on l'appelait à l'époque, et il lui a dit, j'ai réussi à n'accepter aucun juif. Voilà. C'est juste pour vous donner un peu l'état d'esprit des Européens. Et il y a eu un navire, dont j'ai oublié le nom, qui était parti de Belgique avec 1000 réfugiés juifs, qui est arrivé à Miami ou à Cuba, je ne me souviens plus, et qui a demandé en 1940, alors que l'Allemagne déjà occupait une partie de l'Europe. Et les Américains ont refusé. Ils ont renvoyé le navire en Belgique, donc, et les Allemands l'ont réceptionné. Ils ont même envoyé un télégramme à Madame Roosevelt de prendre uniquement les enfants. Rien, niet. C'est juste pour vous dire que, vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Juifs n'ont jamais été appréciés dans le monde. Voilà. Mais il y a eu un retournement après la Seconde Guerre mondiale. Bon, la Shoah, etc. Et puis, en même temps, la haine de l'arabe, qui a supplanté l'antisémitisme dans un sens. Vous savez, la France a eu pas mal démêlés avec le monde arabe. Et puis, Israël est devenu, par exemple, en 1956, l'allié de la France et de l'Angleterre pour battre l'Égypte de Nasser. Donc, est devenu un instrument intéressant. Donc, on l'a adopté. On lui a déroulé le tapis rouge. Mais en fait, le jour où Israël sera en difficulté, je peux vous assurer que s'il y a des réfugiés, les Européens vont leur faire un doigt d'honneur. C'est-à-dire, en fait, c'est ça l'ironie de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire, c'est un pays qui, aujourd'hui, enfin, depuis 1948, fait le jeu de l'Occident, parce qu'il fait le chien de garde de l'Occident. D'ailleurs, il a maté le monde arabe. Aujourd'hui, le monde arabe, on peut dire, est soumis à l'Occident grâce à Israël. Voilà. C'est-à-dire, personne ne bronche. Il restait l'Iran. Et l'Iran est un gros morceau. On a pensé que, mais enfin, ce n'est pas le sujet, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et donc, finalement, le jour où, probablement, à mon avis, les Israéliens voudront partir, enfin, en tout cas, un certain nombre, peut-être on acceptera une certaine quantité, mais les autres, on leur dira, écoutez, vous allez vivre là-bas en tant que minorité dans un pays arabe et tant pis pour vous. Vous savez, on oublie souvent que les États, il y a vous savez, une fameuse expression du 19e siècle, les États sont des monstres froids. Et donc, le jour où Israël ne conviendra plus à l'Occident, ce qui ne saurait tarder, ils le jetteront comme une chaussette sale. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça l'ironie de l'histoire. Et jusqu'à présent, bon, et d'ailleurs, on le sent, ça craquelle de partout, et notamment aux États-Unis d'ailleurs. D'ailleurs, vendredi, je fais en général une vidéo avec Wari sur l'altitude, et celle de vendredi prochain, je vais l'intituler Israël, la fin du rêve américain. Voilà. D'ailleurs, vraiment, là, les Israéliens vont sentir, malgré la résistance des gouvernements allemands, français, combien de temps ils peuvent tenir, je ne sais pas.
savez, les processus historiques mettent du temps à se mettre en place, à devenir efficients, mais nous sommes sur cette voie-là. Et je pense que c'est irréversible. Pourquoi c'est irréversible? Parce que, encore une fois, je reviens sur cette action fondamentale, c'est qu'Israël est incapable de vivre en paix avec ses voisins. Incapable. Il a trop méprisé ses voisins, il a trop exercé de violence, il ne peut pas imaginer, moi j'ai beaucoup de familles là-bas, ils ne peuvent pas imaginer vivre en paix avec les Arabes. C'est impossible. Voilà. Ben, écoutez, c'est pour le coup très optimiste, parce qu'on se disait en off que vous n'étiez pas forcément très optimiste, mais c'est très optimiste cette vision-là, et on espère que, en tout cas, que ça va vite s'effondrer et que ça ne va plus tenir, parce qu'il y a des vies derrière tout ça en jeu, évidemment. Quand vous parlez de ça, ça va forcément s'auto-détruire et se détruire, moi, je suis un peu dubitatif parce que vous parlez aussi souvent de cette infiltration qu'ils ont faite, qu'ils ont commise dans tous les pays, dans toutes les instances des pays. Même, vous avez même jusqu'à dire, alors bien sûr, on le voit, hein, les médias mainstream aussi, qui verrouillent tout. Enfin, on ne peut pas parler tout de suite sans être taxé d'antisémitisme. Enfin, c'est délirant. Et ils ont infiltré jusqu'à même créer des réseaux, par exemple, contre les musulmans, voilà, pour les infiltrer même dans les mosquées. Vous expliquez comment il y a ce phénomène aussi pour prendre la température à chaque fois, pour bidouiller le truc et lâcher des petites bombes comme ça, et pour nous faire monter aussi les uns contre les autres. Là, on le voit effectivement, Sam Léo, merci, et Phil Brock aussi en a parlé, avec notamment la loi Yadan en France, oui. Là. Donc, on voit tellement d'emprise et de pouvoir sur toutes les strates et les sphères de notre société que ça me paraît compliqué, en tout cas. En fait, bon, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement, d'abord, la société israélienne, et elle est pas du tout, elle est très hétérogène. C'est une société qui, s'il n'y avait pas la guerre à l'extérieur, ils se tueraient entre eux. Je dis les choses telles qu'elles sont. Vous savez, quand je parle avec les gens qui vivent là-bas de ma famille, vous savez comment ils considèrent la société israélienne? C'est une jungle. Voilà. Et jungle, comme ils disent en termes, enfin, en hébreu, c'est jungle. Voilà. Donc, en fait, c'est un pays parce qu'il y a plusieurs sociétés qui se superposent. Les Marocains contre les Européens, il y a des Noirs, il y a des religieux, des laïcs, des marxistes, etc. Et donc, c'est une société qui vit dans une espèce, comment dire, à 300 à l'heure, très nerveuse, très sur les dents, très violente. Il y a très peu de confiance entre eux. L'Israélien, d'ailleurs, quand il va à l'étranger, il est connu pour essayer de prendre les choses par n'importe quel moyen. Voilà. C'est-à-dire, c'est le type, il fonctionne comme ça, parce qu'il a appris comment voler tout ce qui est possible aux Palestiniens, aux Arabes, etc. Et donc, ils font ça entre eux aussi. Donc, c'est une société c'est la guerre qui les tient, et encore, de plus en plus de gens en ont assez. C'est-à-dire que, vous savez, qui c'est qui fait la guerre en Israël en ce moment, par exemple, à Gaza et au Liban? Ce sont des réservistes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 25 et 40 ans, des pères de famille, des gens qui sont fonctionnaires, qui ont un business, etc. Et ça fait 6 mois ou 1 an qu'ils sont... Et donc, malgré tout, évidemment, il y a une espèce de... Vous savez, par exemple, c'est une société... Je crois que la propagande nazie à côté, c'est... Comment dire, c'est presque de la rigolade. C'est très intelligent ce qu'ils ont fait comme propagande, parce que c'est pas du tout comme les nazis avaient une propagande totalitaire. C'est-à-dire, tu refuses. Bon, les Israéliens n'ont pas du tout. Il y a un enthousiasme. On prend les gens, on les intègre, ils chantent, etc. Mais en même temps, à un moment donné, ils embarquent dans cette aventure sioniste, et c'est très difficile
par exemple, quand je vois un jeune qui refuse d'aller faire l'armée, c'est presque un héros dans la société israélienne, parce qu'il est regardé comme le traître, etc. Et je vais vous montrer comment par exemple, vous savez que j'allais souvent en Israël, avant une certaine, ça fait 20 ans que je ne suis pas allé, mais avant j'allais presque une fois par an, une fois tous les 2 ans, et j'ai une connaissance de l'hébreu suffisante pour lire les journaux. Et j'avais remarqué, vous savez, les journaux en Israël, c'était un peu comme le format du monde diplomatique, vous savez, ces grandes feuilles-là, les grandes pages. À chaque fois qu'il y avait un attentat, un Israélien qui meurt, bon, il y avait 5 ou 6 pages consacrées, 5 ou 6 pages. Au début, je ne comprenais pas, je me disais, bon, c'est quelqu'un, il est mort. Moi. Mais en fait, ils rendent la personne qui vient de mourir d'un attentat comme quelqu'un de très proche de tout le pays. C'est-à-dire, tout le monde est concerné. Et quand il y a un soldat qui meurt, par exemple, mettons au Liban, ils font des funérailles militaires. Là-bas, c'est des funérailles militaires parce qu'il y a des cimetières militaires, selon un code, etc. Bon. Et tous les médias sont là et ils interrogent les membres de la famille. Évidemment, les membres de la famille sont obligés de dire des choses extraordinaires sur le soldat qui vient de mourir parce que leurs paroles vont être répercutées dans tous les médias. Donc, quand j'écoute moi un média israélien, ils disent la sœur du soldat a dit que c'était un être extraordinaire qui a donné sa vie. Et c'est terrible, cette société qui fonctionne de cette façon, qui est façonnée pour fonctionner de cette façon-là. Mais en même temps, à un moment donné, ça craque. Comme je vous ai dit, il y a 100 000 Israéliens qui sont partis. Donc, à un moment donné, c'est à force de pousser, ben, ça commence à craquer. Et moi, Israël ne sera pas vaincu de l'extérieur, mais c'est une société qui, de l'intérieur, a les germes de la désintégration. Voilà. Oui, j'ai bien compris et je vous remercie parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je n'avais pas plein de données, effectivement, c'était le but aussi de vous inviter. Et ouais, tant mieux encore, ça peut durer encore longtemps, mais je vois, par exemple, comme je disais, oui, pardon. Vous allez dire quelque chose. Ah, vous alliez dire quelque chose, oui. Non, c'est quand je dis que c'est un processus qui peut prendre encore 10-20 ans, parce que c'est une société qui a quand même une structure très forte, qui a un soutien extraordinaire, un soutien militaire, un soutien économique, un soutien financier. Et puis, juste pour vous donner un exemple, bon, peut-être on parlera des Sayanim, mais je vais citer, regardez à quel point Israël a réussi à agglomérer de grandes forces juives à l'extérieur. Et vous avez par exemple le patron d'Oracle qui s'appelle Ellison. Bon. C'est un juif sioniste. C'est probablement, je crois que c'est la 3e fortune mondiale. Donc, c'est quand même pas rien. Au mois d'octobre l'année dernière, il a racheté TikTok Amérique pour nettoyer TikTok des vidéos sur Gaza. Il n'a pas caché, il a dit. Il a racheté Paramount, la société de cinéma, il a racheté CNN et CBS. Voilà. Donc, et ça, c'est juste pour citer un exemple. Donc, je veux dire, il y a encore des gens puissants qui sont prêts à mettre le paquet pour défendre ce pays. Mais il y a aussi comment dire, la résistance qui monte. Mais peut-être on en reparlera. Oui, mais on peut aborder les Sayanim. On en avait déjà parlé aussi avec le général Delaware, on en a parlé avec Philippe Broquière aussi, Manuel Sanchez. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir votre vision parce que vous avez encore une fois bien dénoncé et expliqué et écrit un livre, Le Printemps des Sayanim aussi. Donc peut-être, oui, si vous pouvez, Jacob, nous faire un petit rappel. C'est une... pour moi, c'est vraiment une preuve d'intelligence, de savoir-faire, de know-how, de savoir-faire, imaginer le chef du Mossad en 1959, il se dit
je dispose d'une force extraordinaire dans la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui vivent en dehors d'Israël, au sein dont l'élite, excusez du peu, 1,5 million de membres, sont dans une franc-maçonnerie juive qui s'appelle le Bnei Brit. Bon. Et c'est le fonctionnaire supérieur au ministre, au président de banque, etc. Bon. Eh bien, il va piquer là-bas. Il a besoin, par exemple, il se dit, à partir de 1959, il va contacter des juifs qui font partie de cette organisation maçonnique ou crypto-maçonnique, parce qu'elle a perdu tout ce qui était maçonnique en fait. Et donc, ils vont, par exemple, des journalistes, des hommes d'affaires, des universitaires, des gens introduits dans l'édition, dans la publicité, partout. Et ils leur disent, voilà, vous allez, Israël est en danger. D'ailleurs, vous avez lu probablement comment recrutement d'un Sayan, voilà le dialogue. Donc, en fait, ils recrutent comme ça des dizaines de milliers de Sayanim. En fait, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on peut estimer qu'en France, il y a 5 à 6 000 Sayanim, aux États-Unis probablement, et qui sont infiltrés dans tous les milieux. Donc, c'est pas comme a dit quelqu'un, ce ne sont pas seulement des agents d'information, mais des agents d'influence. Maintenant, par exemple, je vais me lancer, on peut peut-être faire ce qu'on veut, mais pour moi, la société Publicis, de publicité, qui contrôle 50 à 60% du marché publicitaire en France, une multinationale, elle a toujours été dirigée par des pro-israéliens. Donc probablement pour moi, ce sont des Sayanim, c'est-à-dire qui ont accepté de recevoir des instructions du Mossad pour aider Israël ou le Mossad à faire des choses, voilà, dans leur domaine de compétences. Donc vous imaginez par exemple n'importe quelle société qui sait que le patron de Publicis, il a certains intérêts pour Israël. Et je contrôle 60% du marché publicitaire. Est-ce que vous croyez que la société, la banque Société Générale, je ne sais pas moi, enfin, en tout cas, ou telle société qui a besoin d'un marché publicitaire, ou France 2, ben, ils vont dérouler le tapis rouge au patron de Publicis. Bon, par exemple, Strauss-Kahn, vous savez ce qu'il disait Strauss-Kahn? Quand je me rase le matin, chaque matin quand je me rase, je me dis qu'est-ce que je peux faire de bien pour Israël. Par exemple, prenez tous les journalistes français, enfin pas français, enfin entre guillemets français, qui travaillent TF1, etc. Depuis 1959, ils ont été formatés. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a aucun journaliste arabe dans les médias français. Arabe dans le sens, pas l'arbin, pas le larbin arabe qui fait l'arabe de service, non. Un arabe qui défend, par exemple, qui va défendre, non, ça n'existe pas. Vous savez, par exemple, dans la télévision française, quand on parle de l'islam, qu'est-ce que l'islam? Est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce qu'il est compatible? Qui parle de ça? Ce sont des juifs sionistes. Il n'y a pas Abdel-Latif Mesguich qui a un doctorat en philosophie et qui enseigne à l'université de Lyon. On ne l'invite pas, lui. Non. Vous savez, le CRIF a imposé, comment il s'appelle, le rigolo, là. Oh. Le BHL? Non, celui qui est le président de la conférence des imams de France, Chalgoumi. Chalgoumi. Voilà. Est-ce que vous imaginez l'humiliation qui est faite à 7 millions de Maghrébins? L'humiliation. Et c'est ça, moi, qui me fait enrager, parce que il y a aussi le fait, bon, mais ça c'est une autre parenthèse, les Maghrébins ne réagissent pas comme il faut. Voilà. Bon, mais ça c'est, je mets ça de côté. Donc, le CRIF, il leur dit, voilà, votre représentant dans les médias, c'est Chalgoumi. Voilà. Imaginez, voilà leur force, mais c'est une force extraordinaire. En même temps, ils ont tout fait depuis les années 80
pour rendre les Maghrébins et l'islam, les musulmans, incompatibles avec la République française. Et ça, ils ont admirablement réussi. Mais ce sont des réussites, comment dire, comme les réussites, les conquêtes militaires israéliennes, ce sont des réussites qui, comment dire, qui vont creuser leur propre échec, leur propre tombe. Parce que finalement, bon, très bien, ils ont gagné quelques décennies de suprémacisme. Voilà, très bien, voilà, nous sommes les maîtres. Bon, et après, combien de temps ils peuvent. Pourquoi? Parce que, en fait, les nouvelles générations des Maghrébins, ceux qui ont 13 ans, 15 ans, 18 ans, ils ne vont pas réagir comme leurs ancêtres. Ils n'ont pas comment dire, vous savez, ce qu'on appelle le complexe du colonisé d'Albert Memmi. Vous savez, il a analysé le complexe du colonisé que j'ai vécu personnellement, que j'ai expérimenté. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris à quel point ce complexe du colonisé est fascinant. Il est réel. C'est-à-dire que quand j'étais au Maroc, j'ai appris, on m'a dit que la civilisation française est au-dessus de tout. Et donc, pour moi, les Français étaient des dieux. À 20 ans, je considérais les Français comme des dieux. Et quand je suis allé à Paris à 21 ans, en touriste, et je suis rentré dans le métro, et j'ai vu des Français en bleu de travail, etc., je n'en revenais pas. Moi, je croyais que tous les Français roulaient en bagnole, étaient des blonds, jouaient au tennis, etc. Parce que c'est l'image qu'on avait. À Meknès, par exemple, où je suis né, où j'ai grandi, il y avait le quartier juif, les quartiers musulmans et la ville européenne. La ville européenne était une ville magnifique, c'est-à-dire c'était des beaux immeubles, de belles bagnoles, etc. Et le tennis qui leur était réservé, le conservatoire qui leur était réservé, et ainsi de suite. Eh ben, j'ai grandi, j'ai compris en lisant Albert Memmi à quel point j'ai été formaté au complexe colonisé. Et je pense que beaucoup de Maghrébins qui sont venus en France, ils ne se sont jamais débarrassés de ce petit complexe. Voilà. C'est-à-dire, ils s'estiment encore invités, en quelque sorte. Ils ne se considèrent pas comme des citoyens à part entière qui réclament leurs droits, exigent leurs droits. Mais ça change. C'est-à-dire que les générations qui viennent sont beaucoup plus radicales. Et donc, le pouvoir du lobby qu'il croyait éternel et qu'il allait dominer, vous savez, un jour ou l'autre, eh bien, petit à petit, il va se retourner contre eux, contre lui, et ce sont eux qui vont se sentir plus ou moins menacés. D'ailleurs, ils le disent déjà, on le sent, menacés dans leur suprémacisme. Vous l'écrivez aussi pour refaire aussi faire le lien avec votre livre, le dernier, donc Le printemps des complotistes. Vous le dites aussi parce qu'il y a beaucoup cette notion de la part des Juifs de remplir sa mission, le peuple élu, se battre pour la cause que vous mettez avec un C majuscule, que vous écrivez avec un C majuscule. Pour autant, les nouvelles générations, et même nous, nos âges déjà, on s'informe autrement. Vous en parlez aussi des médias dits alternatifs. On se cultive, on apprend et on lit, d'où l'importance, et vous parlez aussi dans votre livre beaucoup, de connaître l'histoire, de savoir, d'aller s'interroger, se questionner pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on évolue et qu'à chaque fois, à chaque période historique, avec des grands événements, ça a été les mêmes procédés, les mêmes systèmes qui se remettent à chaque fois inévitablement en place. Donc, il y a toute cette éducation aussi à faire et à avoir. Et c'est peut-être ça aussi qui va, enfin, je ne sais pas peut-être, c'est sûr, j'en suis convaincue, qui va faire basculer les choses. C'est en connaissance de cause. Oui, des fois, je me demande, vous savez, les gens savent des choses, mais entre le fait de savoir et le passage à l'acte, ça tient à quelque chose d'irrationnel ou quelque chose d'impalpable ou quelque chose qui n'est pas... on ne peut pas dire, par exemple, ça arrivera à telle date. Voilà. Donc, en fait, ce sont, comme vous avez dit tout à l'heure, des graines,
mais on ne sait jamais quand ça va éclore, quand ça va donner des résultats. Mais donc, c'est vrai que il y a des choses qui se disent, qui se répercutent, et puis un jour, on ne sait pas comment, pourquoi, telle date, etc. Et quelque chose est arrivé, voilà. Ouais. Et alors pour revenir à votre livre, Eric, je ne sais Oui. pas si tu peux l'afficher, s'il te plaît, l'image que je t'avais envoyée. Donc, Le printemps des complotistes, j'adore le titre en plus, qui est édité aux éditions Fiatlux, je répète, hein, de Salim Laibi, le libre penseur. Et donc, c'est 12 dialogues et vous mettez en scène comme ça plein de personnages sur des faits, hein, on en parlait en off, des faits sociaux, des événements politiques aussi. Enfin, il y a tout. On revient dans le Covid, il y a ce rapport aussi au religieux, au spirituel. Et notamment, vous parlez de ça dans un dialogue dans une famille, un vendredi soir autour d'un couscous, justement de cette finalement impossibilité de passer à l'acte, hein, des Maghrébins, vous dites, enfin vous écrivez, et justement un dialogue comme ça entre frères et sœurs, pères, filles, je trouve ça hyper intéressant, et à chaque fois c'est des mises en scène comme ça, racontées, et vous dites au début aussi, vous précisez que toute finalement ressemblance avec un personnage réel serait fortuite, hein, même si on se retrouve beaucoup dans tout ça. Et vous abordez comme ça les différents thèmes. Vous finissez Oui. par aussi votre interview en tant que Jacob Cohen. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très intelligent, cette manière d'aborder les choses et de pouvoir toucher comme ça tous les sujets qui sont finalement, et je ne sais pas si vous allez me dire la même chose, mais qui sont liés entre eux. Tous ces sujets, finalement, hein, j'avais un peu d'ouvrir la boîte de Pandore ces dernières années et de tirer une pelote de laine. Et quand on tire un sujet, finalement, il y a encore des liens qui se font entre eux. Et vous expliquez tout ça dans votre livre de manière très fine. Et vraiment, c'est très, très bien écrit. J'ai beaucoup aimé votre livre. En fait, bon, j'ai toujours écrit des fictions parce que j'aime la littérature. Et puis, j'estime que donner au lecteur, comment dire, le faire pénétrer euh, dans l'atmosphère, par exemple dans le printemps des Sayanim, voilà, c'est quelqu'un qui, enfin, comment on devient un Sayan, qu'est-ce qu'il ressent, etc. Et donc, j'étais à la recherche d'une nouvelle formule, c'est-à-dire comme je m'intéresse à l'actualité et il y a beaucoup de questions d'actualité qui me trottent dans la tête, et je me disais, mais comment traiter tout ça en même temps, enfin en même temps, c'est-à-dire toutes ces questions, et de manière légère, de manière, voilà, bon, où on fait un peu rire le lecteur. Bon, et cette idée m'est venue parce que j'ai commencé avec Élection Piège-à-Con, et au départ, c'était un peu comme une pièce radiophonique. Et puis, bon, ça m'a plu, disons, et je me suis dit, bon, on va essayer enfin, je vais essayer de trouver d'autres sujets. Bon, c'est vrai que je me suis arrêté à 12, alors que j'aurais pu, il y a tellement d'autres sujets qu'on peut traiter. Et donc, enfin, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a que des dialogues, il n'y a qu'un monologue. Comment je suis devenu complotiste, voilà. Et en fait, pourquoi c'est un monologue? Eh bien, parce que je ne suis pas arrivé à faire un dialogue. Voilà. C'est-à-dire, en fait, je procède comme ça. Bon, j'ai une idée, j'écris une première réplique comme ça, et puis après, comment dire, je développe. Voilà, bon. Et comment je suis devenu complotiste, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que comment dire, c'est une analyse un peu de l'intérieur, de ce que des gens ont. Par exemple, le prêtre, enfin le religieux, lui dit il faut témoigner sur la folie des hommes. C'est vrai que quand on pense à cette époque, on se dit mais comment on a pu faire ça? Comment on a pu tomber aussi bas ou aussi de façon dans l'obscurantisme, etc.
Et donc, quand elle a commencé à parler, à chaque ligne, je m'attendais à ce que quelqu'un lui réponde. Et personne n'est venu lui répondre. Et donc, bon, ça s'est terminé par un monologue. Et donc, j'ai essayé un peu, bon, comme vous avez vu, bon, c'est beaucoup je suis très intéressé, par exemple, par le côté politique, disons, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui ne croit, c'est pas qui ne croit pas, je suis assez fasciné par, euh, comment dire, euh, la lâcheté des peuples, et l'incohérence des peuples. Et ce qui me fait dire que ils changeront jamais, il n'y aura jamais d'évolution. Voilà. Ça sera toujours, pour moi, ça sera toujours comme ça. Donc j'ai consacré à peu près 3 ou 4 dialogues là-dessus. Il y a les anarchistes, par exemple, sur des militants qui, bon, c'est un peu, qui vivent un peu sur leur passé de militants. Il y a un jeune, il y a élection Péjacon. Et puis, il y a un prof qui vient il leur explique, en fait, bon, c'est un peu moi qui, mais disons, je le fais parler. Et en fait, ce qui rend, comment dire, moi je suis un nanar, disons, et en même temps, euh, je, j'ai un regard très, euh, comment dire, euh, très rigolo, pas rigolo, mais disons, je me dis, j'arrive à la conclusion que les peuples sont vraiment incorrigibles. Voilà. C'est-à-dire que, prenez le peuple français. Bon, il se fait avoir à chaque élection. Très bien. Et j'essaye d'expliquer pourquoi. En fait, moi, j'ai une théorie, hein, et je la développe dans un de ces dialogues. C'est que, en fait, la nature a fait de l'homme, enfin, la majorité d'un peuple, ce sont des gens soumis. Voilà. Ils sont nés soumis. C'est comme ça, voilà. Et j'irai plus loin, c'est que il y a même, je ne sais pas si je l'ai dit dans un des dialogues, mais bon, peut-être. Je crois que l'électeur et l'apostrophe électeur, l'électeur normal moyen, il est dans un rapport sadomaso avec le chef, avec le président. Il veut quelqu'un qui le fouette, qui lui donne du fouet. Voilà. Vous l'avez écrit. Voilà, j'ai écrit très bien. C'est-à-dire, j'ai cité d'ailleurs, je pense avoir cité cet exemple. Vous dites aux Français, voilà, vous avez le choix entre Macron et Jean Lassalle. Qui est le plus proche du peuple? Qui est le plus honnête? Qui est, etc. Jean Lassalle. Et ils ne vont pas choisir Jean Lassalle. Pourquoi? Parce que Jean Lassalle n'est pas un maître qui a le fouet. Il n'est pas cynique. Ils veulent, les Français inconsciemment, évidemment, si on leur dit ça, ils vont pousser des cris. Mais en fait, ils veulent un maître. C'est-à-dire, ils veulent quelqu'un qui, vous savez, il y a des gens qui payent pour être fouettés. Bon, pour être, voilà, on leur écrase la tête avec les bottes, qui payent cher. Hein, bon. Le Français, symboliquement, l'électeur, symboliquement, il veut ça. Il veut un Sarkozy qui le trompe, qui le mène par le bout du nez et qui le frappe à l'occasion, symboliquement. Voilà. Et j'ai essayé parce que moi, c'est mon, enfin bon, je sais pas, c'est mon côté peut-être anard, lucide, et en même temps, vous savez, c'est pas, j'ai rien inventé. J'ai juste, comment dire, repris à mon compte les idées qui ont été développées par celui qui a écrit La servitude volontaire. Et la Boétie. Voilà, la Boétie. Et quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, malheureusement, qui est excellent, et qui s'appelle Octave Mirbeau. Octave Mirbeau a écrit, par exemple, Journal d'une femme de chambre. Vous savez, on peut le voir sur YouTube. Hein. On peut se le faire lire. Et d'ailleurs, il y a eu un film avec Jeanne Moreau. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les affaires sont les affaires.
sur la corruption en province, etc. Et il a un regard sur la société qui est extraordinaire. Et donc, finalement, en fait, tout ça, on le sait. Mais le problème, c'est que le citoyen, il est imperméable à ces choses-là. Et donc, et voilà, c'est pour ça que j'ai probablement consacré 4 sur 12 à l'aspect politique, parce que moi, ça me fascine. Et c'est pour ça que je ne crois pas du tout à un changement quelconque. Ça continuera. Parce que, malheureusement, c'est comme ça, hein, sociologiquement ou anthropologiquement, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, le citoyen, vous savez, Tocqueville, très connu Tocqueville, il a voulu introduire en 1830 le suffrage universel. Et là, ses collègues au Parlement ils ont dit, mais enfin, tu t'imagines, ils vont nous chasser. Il leur a dit, ne vous en faites pas, ils voteront comme on leur dira de faire. Et c'est fantastique. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, bon, je suis, même sur les chaînes de la dissidence, etc., il y a des gens qui vont venir avec, très compétents, hein, ils vont vous dire, ah oui, les primaires à droite, les primaires à gauche, et ceci, et patati, et patata, mais en fait, ils ne disent pas, les jeux sont faits, c'est cuit, en 2027, ce sera l'autre là, du Havre, enfin bon, voilà. Ou si c'est pas lui, c'est son clone. Et donc, en fait, et c'est ça qui m'étonne, c'est que, je ne sais pas, peut-être parce que, comment dire, c'est un bon, comment on appelle ça déjà, l'opposition contrôlée? Non, c'est un bon truc à utiliser parce que finalement, il y a des instituts de sondage, il y a des profs de fac, il y a des tas de gens qui vivent de ça, qui reçoivent de bons salaires, etc. Donc, mais en fait, pourquoi ils ne leur disent pas, pourquoi personne ne leur dit, ne vient leur dire, mais c'est même pas la peine. Vous savez, on peut économiser 1 an de propagande électorale et puis nommer Philippe Alexandre, je ne sais pas comment il s'appelle, celui du Havre, et puis on lui donne les clés, et puis 6 mois après, les Français vont regretter. Vous savez, moi, il y a un fait, et je vais m'arrêter là, enfin bon, pour la politique, il y a un fait, moi, que je cite souvent, parce qu'il est emblématique, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais on me le pardonnera, de la connerie des gens. Ce qui sont cons, moi, je me demande, mais c'est pas possible. C'est un niveau de connerie monumentale. Vous prenez le Finistère. Le Finistère, c'est un département où des gens, la plupart des gens, c'est pas des gens qui vivent du RSA. Ce sont des gens dynamiques qui travaillent, qui fondent des familles, qui économisent, etc. Bon, très bien. Donc, ils connaissent la valeur de l'argent, la valeur du travail. On leur amène un député en 2017 qui a détourné, qui a par un tour de passe-passe administratif fait gagner à sa femme 500 000 euros. Moi, je veux dire, j'aurais attendu des citoyens lucides, courageux, le sens de la famille, du travail, de la vertu, de l'épargne et tout, mais qui lui bottent les fesses, qui le mettent en 5e position. Et s'il l'avait mis, les gens auraient dit, oh là là, mais il devient intelligent, c'est pas possible, on ne peut plus les berner. Non, ils l'ont élu à 65%. Et c'était, comment il s'appelle, Ferrand, qui est devenu président du Conseil constitutionnel et qui a renvoyé la numéro 2 du Conseil constitutionnel parce que ça n'arrangeait pas. Donc, moi, c'est dommage que tous ces spécialistes de la politique ne parlent pas de cette immense comédie. Pour moi, c'est une comédie fabuleuse. On devrait se marrer, se tenir les côtes de ce qui se passe. Mais voilà, donc j'ai essayé d'introduire cet élément un peu... Voilà. Vous dites à la fois, enfin, ce que vous démontrez au travers des
4 dialogues, je crois, sur la politique. C'est qu'à la fois, donc, le peuple, ça on a bien compris, est assez idiot pour reproduire les mêmes schémas et croire que en faisant les mêmes choses et en utilisant cette soi-disant démocratie, que nous sommes dans un état de soi-disant droit, ça va produire d'autres effets, ou pas du tout, hein, quitte à revoter pour les mêmes, comme on a vu notamment les législatives, l'année dernière, c'était quand même un festival assez intéressant. Donc il y a ça, le fait que les gens ont aussi cette servitude volontaire, hein, sont asservis de manière, depuis très très longtemps, ils sont dans ça. Il y a le fait qu'ils se tiennent tous les uns entre les autres, ce qu'on a vu aussi en termes de politique, hein, c'est toujours, notamment, on voit à plus grande échelle avec l'affaire Epstein, tous ces compromates qui existent. Et vous dites aussi quelque chose d'autre d'intéressant, c'est qu'il y a aussi cette, alors moi je dirais opposition contrôlée, ou voilà, en tout cas, des partis politiques, pour être plus large, qui tiennent le rôle de soi-disant opposition, avec aussi des partis, et là vous prenez l'exemple du souverainisme, qui finalement tourne en rond, en boucle, qui ne mène à rien, puisque ça aurait pu être quelque chose d'assez intéressant en 2005 notamment, c'est ce que vous écrivez au travers de vos dialogues, qui n'a pas eu l'engagement et la tenue jusqu'au bout. Donc il y a tout ça qui tient le système. Il y a à la fois le peuple, à la fois eux entre eux, les politiciens, et aussi les partis dits alternatifs ou soi-disant opposition, mais qui tiennent le jeu encore. Parce qu'en fait, le jeu est très bien ficelé. Ils jouent merveilleusement, tous. C'est-à-dire chacun joue son rôle. Ils connaissent les limites à ne pas dépasser. Par exemple, aucun député n'a dit, ce qui est quand même assez hallucinant, comment on fait pour donner 30 milliards à l'Ukraine, un pays corrompu, alors qu'on en a besoin. Voilà une phrase simple, évidente, qu'aucun homme politique n'a osé exprimer à l'Assemblée ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, ils savaient, on leur a dit, hein, on leur dit ça, il ne faut pas y toucher. Et donc ils acceptent parce que la soupe est bonne. Il y a des gens qui sont de bonne foi là-dedans, c'est-à-dire ils croient tellement à leur truc que ils font, mais en même temps, le système est fait ainsi qu'on donne cette illusion de débat, de contradiction et surtout d'espérance. Parce que, bon, on se dit, peut-être que, etc. Mais en fait, le drame, vous savez, je vais revenir à Mitterrand. Bon, les jeunes ne comprendront pas peut-être. Mitterrand, entre 83 et 88, il a instauré les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la financiarisation, la désindexation des salaires, etc. Enfin bon, tout, la privatisation, la destruction des industries, enfin, tout, il a fait ça pendant 5 ans, de 83 à 88. Et la gauche à l'époque, ce n'était pas la gauche d'aujourd'hui. Le Parti communiste faisait 15%. Il y avait des mouvements dans les lycées. Il faut voir les organisations politiques, marxistes, trotskistes dans les lycées, communistes, etc. Bon. Et pourtant, tous ces gens-là ont été incapables de lui donner un coup de pied au cul et de lui dire merci en 88, ciao, tu as trahi, va au diable. Ils n'ont pas été capables. Voilà. Et c'est ça qui est. C'est tellement incroyable qu'on se dit comment une société qui est arrivée à un tel point. Moi, j'ai connu cette France-là d'intellectualisme, de vision politique, de culture générale, d'engagement, etc. Comment, au moment fatidique où on met le bulletin, on ne dit pas, bon, voilà, je prends ma décision. Et je regrette, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de cet aspect anthropologique, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais j'aurais voulu, je m'étonne
que des gens, par exemple, de l'université, etc., des sciences sociales, ne se penchent pas sur cet aspect-là. Parce que moi, je trouve ça vraiment... En plus, c'est rigolo. Parce que quand on voit un peuple se laisser berner de cette façon-là, moi, vous savez, moi, j'invite les jeunes, par exemple, à écouter Coluche dans les années 80. Coluche, Desproges et un autre, dont j'ai oublié le nom, qui faisait de très bonnes imitations. Bon, mais il faut voir comment il parlait de cette époque, de trahison de Mitterrand, etc. Et pourtant, au moment de l'élection, les gens, enfin, je n'ose pas dire utiliser l'expression qui me vient à l'esprit. Donc, moi, je trouve ça fascinant, voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est en même temps désespérant, je dirais des fois. Hein. Enfin, on se Pardon. dit, j'ai dit, c'est fascinant et en même temps c'est désespérant. Des fois, on se tape la tête et se dit, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter un jour. Mais j'aime beaucoup cette analyse que vous faites, comme je vous disais, avec humour, finesse, en utilisant des personnages qui sont aussi attachants. Et c'est ça qui est intéressant au travers de votre livre. Et il y a aussi cette analyse sociologique, hein, parce qu'il y a la politique, et avec l'introspection aussi. C'est marrant parce que quand vous avez commencé, le Printemps des complotistes, je répète, aux éditions Fiat Lux, quand vous commencez Comment je suis devenue complotiste, au début, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ah, il y a une faute d'orthographe là, devenue avec un E. Et en fait, quand j'ai lu, c'est la place d'une femme qui, en fait, je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans ce personnage. Ouais. Ça a basculé avec rien, alors qu'elle était complètement dans la doxa, etc. Et j'ai trouvé que ça, c'est une bonne approche, une bonne entrée. Pour autant, c'était quand même risqué, alors moins aujourd'hui, d'utiliser le mot complotiste. Il est déjà chargé, Jacob, ce mot. Pourquoi Oui. avoir. Est-ce qu'il y a des complots, finalement? Pourquoi avoir En fait, choisi complotiste? alors voilà, euh, je peux répondre, enfin, je peux justifier a posteriori, hein, d'accord? Voilà. En fait, comment dire, ce sont les éditions Fiat Lux qui m'ont proposé ce titre. Au départ, moi, j'avais mis Dialogue du temps présent. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, bon, eux, ils s'y connaissent hein, en termes de, comment dire, de technique éditoriale, etc. Et finalement, je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des dialogues qui sont totalement, enfin, qui parlent de complotisme, mais tous les autres dialogues ont tous un petit parfum complotiste. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je prends, mettons, un jeune énarque anthropolitique. Donc, il choisit un mouvement dirigé par un certain Raphaël, bon, qui aurait des particularités. Voilà, bon. Et donc, bon, j'essaye de montrer comment, quel intérêt un jeune énarque. Vous savez, ce que je raconte, par exemple, là, c'est arrivé avec Fabius. Vous savez que Fabius, quand il a fait l'ENA, il est sorti en tête, enfin bon, dans la botte, comme on dit, et il voulait faire de la politique. Ben, il est allé voir les partis, il leur a dit, qu'est-ce que vous m'offrez? Donc, il est devenu socialiste parce que le Parti socialiste lui a offert plus que l'autre. Voilà. Bon, il y a aussi, par exemple, un petit parfum complotiste dans le dialogue sur Madame Dati et Gérard. Là, Gérard, il rentre très, très naïvement dans une boîte de finance. Je l'ai adoré celui-là aussi. Ouais. Il a fait de bonnes études, et puis voilà, il est très content, il a envie de bien faire, envie de travailler. Et il a une copine, bon, quand même. Voilà. Et donc, Madame Dati lui a dit, est-ce que vous êtes gay? Et l'autre, il se demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, voilà un petit parfum complotiste, c'est-à-dire comment on va amener un jeune gars bien sous tout rapport, comme on dit, le gendre idéal, comment on va l'amener à travailler pour, bon, je ne vais pas déflorer, enfin bon, en tout cas, comment on va l'amener à être, à travailler pour d'autres objectifs. Ouais. Voilà. Et donc, si vous voulez, bon, évidemment, recrutement d'un Sayan, c'est tout à fait complotiste. Mais, vous savez, ou bien,
les gens se demandent comment ils travaillent. Donc j'ai imaginé une réunion, d'ailleurs dans les bureaux de Publicis, qui donnent sur l'Arc de Triomphe, avec des éléments. Vous savez, c'est très véridique ce que je raconte, parce que je sais comment ils travaillent. Euh, et donc, voilà, bon, sans vouloir déflorer, disons, et j'essaye finalement, en fait, à chaque fois, il y a ce petit parfum. C'est quoi le petit parfum complotiste? C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on fait pour faire marcher un truc, par exemple? On veut créer un site. Bon, et 4 jeunes femmes, on imagine de bonnes familles, culture générale, pas de droite, mais disons, elles tiennent à leur. Euh, on dirait qu'elles viendraient du 16e arrondissement, habillées en bleu, etc. Bon, voilà. Mais elles se lancent, elles voudraient faire quelque chose parce qu'elles croient dans l'esprit français, voilà. Le bel esprit français. Et en même temps, elles sont confrontées à. Elles ont quand même l'intelligence de demander l'intervention des spécialistes, et donc elles se confrontent au mécanisme de la réussite. Voilà, donc ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a quand même voilà, ce côté arrangement ou disons. Euh, Ce qui transparaît aussi au travers de oui, tous ces dialogues, moi j'ai trouvé, c'était, comme vous dites, toutes les mécaniques, le mécanisme des systèmes à chaque fois qui se mettent en place et voilà. comment on nous manipule, quitte des fois à avoir ses idées, ses propres valeurs, son éthique, sa morale, et à pouvoir être complètement entraîné dans un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. J'aime bien que vous preniez cet exemple aussi des 4 jeunes femmes qui veulent voilà, monter un site et qui veulent quand même qu'on les finance. Parce que là, vous pouvez développer encore d'autres points qui sont importants à comprendre, d'autres mécanismes. Et vous dénoncez un peu les médias dits alternatifs aussi, tout ce qui se passe sur Internet. Et donc, ça va assez loin quand même. Je trouve ça Oui, très intéressant. oui, bon, parce que, disons, en touchant à peine, hein, bon, je veux dire par allusion parce que c'est. Mais c'est vrai que j'ai dit que même ces trucs alternatifs, enfin ces sites alternatifs, qui ont acquis une certaine, comment dire, qui ont acquis presque une certaine noblesse, pas, oui, une certaine noblesse, voilà, qui sont devenus incontournables et donc qui sont devenus quand même, il faut faire attention à ne pas les toucher ou les critiquer, etc. Enfin bon, voilà, il faut arrondir les angles, voilà. Il faut connaître le rapport de force et faire avec, voilà, évidemment. Ouais, non, mais c'est pour ça, et c'est important, je pense, d'avoir ce discours-là. Un autre discours aussi, encore une fois, pour reprendre vraiment notre souveraineté et pour pouvoir rester lucide. Vous en parlez de ça aussi dans votre livre. Alors, on va pas, bien sûr, c'est pas le but, mais c'est pour donner un peu, parce que je trouve que c'était intéressant. Vous ne croyez pas en l'éveil, en tout cas, l'éveil collectif, mais c'est surtout, vous ne croyez pas qu'un élan collectif va avoir lieu, hein, quand on parle de mouvement, en tout cas, mais plutôt, déjà, vous êtes plus attaché finalement, et enfin, c'est après vos déductions et toute votre vie aussi, vous dites finalement, c'est au niveau individuel que ça va se jouer déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire, on fait en sorte, le système fait en sorte, et très malin le système, vous savez, le système, il est brillant, et puis il a les moyens, et puis il a des moyens occultes qu'on ne peut pas imaginer, dont on ne peut pas imaginer la force et la puissance, la pénétration, etc. Regardez par exemple, en France, il y a un potentiel souverainiste facilement de 35%. Et pourtant, sur le terrain, il est émietté. Pourquoi? C'est pas, vous savez, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est pas vrai. Mais le système sait utiliser les rivalités, s'étendre, bon, sans citer de nom, etc. Mais le système sait jouer de tout ça et il joue, comment dire, il est dans son élément. À mon avis, ceux qui sont en haut, ils se régalent de voir ces gens, comment dire, se dépêtrer
dans des combats inutiles, etc. Mais et en même temps, bon, lui, il va passer les mains dans les poches, quoi. Et donc, en fait, il sait utiliser aussi la nature humaine. Vous savez, les hommes sont achetables par beaucoup de choses, achetables par l'argent, par le prestige, par la place qu'on leur donne. C'est terrible. Malheureusement, l'humain, il est sensible à pas mal de choses, voilà. À la drogue, au sexe, aux honneurs. Regardez par exemple cet acteur qui a reçu la Légion d'honneur, il a pleuré comme si c'était alors que moi je ne sais pas qui avait parlé de la Légion, je crois que c'était, je sais pas si c'était Napoléon ou un homme célèbre qui a parlé de la Légion d'honneur, enfin comme j'ai oublié les termes exacts, mais vraiment avec un mépris. Et pourtant, l'humain s'accroche à ça. Et donc, le système, à mon avis, il se régale de tout ça, voilà. Parce que, et finalement, bon, il met en scène, voilà, là, par exemple, pendant l'année qui va venir, ils vont nous mettre plein la vue. Vous savez, je me souviens d'un dialogue, non, d'une conversation avec quelqu'un que je connaissais, je crois que c'était en 2007 ou 2012. Il me disait, je lui ai dit, voilà, bon, on va recommencer la comédie, etc. Et il me disait, ah bah quand même, non, non, personne, oui, voilà, personne n'est intéressé. Tout, je lui ai dit, tu vas voir, à l'approche, quand on va s'approcher, ils vont organiser des débats, on va chauffer les gens, voilà. Et il s'excite, les gens. De toutes les façons, le système n'a pas besoin de mettre dans sa poche 100% des citoyens, c'est impossible. Il sait très bien qu'il y a toujours 30% d'irréductibles. Et bien, ces 30%, on n'en a rien à fiche. Il y a les 70% qui, petit à petit, c'est ça qui. Ils vont être amenés à s'intéresser parce que ils croient faussement. C'est ça que j'aurais voulu qu'il y ait un psychiatre ou un psychologue qui étudie le phénomène, ce qui se passe dans le cerveau. Parce que, vous interrogez n'importe quel Français moyen qui n'est pas atteint d'Alzheimer, et vous lui dites la gauche et la droite, il va vous dire ouais, c'est la même chose, ils sont tous corrompus. Pourtant, plus l'élection approche, et plus il s'intéresse, plus il se dit il faut que je vote, etc. Qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme? Moi, je ne le connais pas malheureusement. Quel est le mécanisme psychologique ou qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait que il traverse cette frontière pour adhérer, voilà. Alors qu'il sait très bien quelque part en lui-même au fond, et d'ailleurs 3 mois après l'élection, il se dit ouais, bon, on s'est encore fait berner. Et malheureusement, il faut qu'il accepte encore pour pouvoir éventuellement faire quelque chose. Moi, j'aurais, si je peux me permettre, un début de réponse, mais en tant que, je disais à un moment donné, peut-être que je vais écrire un bouquin un jour sur parfait produit des années 80. Moi, je suis née en 84. Donc, c'est déjà le conditionnement, tout simplement, hein, avec les élections notamment, par exemple. Voilà, anti-extrême droite, à chaque fois, ça marche à tous les coups. Le conditionnement aussi, bah attends, nos ancêtres se sont battus pour que tu puisses voter, Lise, il faut voter. Il y a plein de choses comme ça, hein, tout ce qu'on nous raconte à l'école. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt finalement simple. Alors, bien sûr, il y a toujours les cons, comme vous dites, aussi qui existent, hein, qui réfléchissent pas trop. Mais je pense que même les gens un peu câblés sont conditionnés à être dans une doxa, dans une manière de réagir, puisque c'est de la réaction par rapport à tout ça. Hein. Voilà, je sais pas si c'est peut-être une partie de la réponse, peut-être qu'il y a autre chose de psychologique, hein, mais peut-être que c'est trop d'honneur que d'imaginer que. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des études au niveau psychiatrique, voilà, au niveau neurologique, ou je ne sais pas. Moi, je le vois, c'est-à-dire, je constate et je le dis, mais je ne sais pas, est-ce que
Vous savez, par exemple, Octave Mirbeau disait au moins le mouton, quand on l'emmène à l'abattoir, ben, il y va parce que ben, il n'a pas le choix. L'humain, il va à l'abattoir et il choisit celui qui va l'égorger. Il l'a dit en 1870 quand même. Donc en fait, c'est comme si c'est comme si rien ne s'était imprimé dans l'esprit des Français. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu beaucoup d'anarchistes. Vous savez, avant les communistes, c'était les anarchistes qui faisaient la loi. Enfin, je veux dire, qui faisaient comment dire, qui, qui était, qui dominait, euh, qui dominait politiquement, qui tenait la route. Par exemple, aux États-Unis, le combat du gouvernement, des autorités, etc., jusqu'en 1910-1920, c'était contre les anarchistes. C'était, d'ailleurs, si vous lisez des livres de... bon, c'est un romancier, mais peut-être le nom me reviendra. Il a parlé beaucoup de ces... bon, des années 10-20, c'était les anarchistes. Parce que l'anarchisme, le plus grand danger de l'anarchisme pour le système, c'est justement parce qu'il leur disait il faut croire en rien, il faut détruire le système. Voilà. Et l'anarchisme, c'était le plus grand danger pour le capitalisme. À la limite, le capitalisme, il a suscité du Parti communiste, les syndicats, pour avoir des partenaires raisonnables. Voilà. Qui vont dire, un Jean Jaurès, par exemple, qui va dire aux ouvriers, on va se battre, patati, patata. Bon, il faut donner à l'ouvrier, comment dire, un horizon, un espoir. Alors que, bon, je ne veux pas taper sur Jean Jaurès, mais c'est quelqu'un qui vivait comme un grand bourgeois. Et qui, bon, je veux dire, il avait un beau discours. Bon, ben, c'est pas ça qui allait changer grand-chose. Mais en fait, les anarchistes voulaient... c'est une critique radicale. Voilà. Parce qu'ils allaient au-delà. Tout le monde leur tapait dessus, d'ailleurs. Par exemple, quand il y avait la guerre d'Espagne, ceux qui tuaient le plus les anarchistes, ce n'étaient pas les fascistes espagnols, c'était les staliniens, c'était les communistes et les socialistes. Parce qu'ils ne supportaient pas ces gens qui refusaient toute espèce d'autorité. Pourquoi la commune a fait tellement peur en France au système? Là, vous savez, la commune de Paris qui a duré 3 mois, mais elle a été écrasée dans le sang. Il y a eu, je ne sais pas, 30 000 morts. Pareil, le sang coulait dans les rues. C'était des rivières de sang. Parce qu'on remettait en cause l'autorité, la loi. Et c'est ça le danger. Donc, en fait, le système, il prépare des partis qui font semblant, bien sûr. Peut-être ils y croient, la question n'est pas là. Mais en tout cas, on veut organiser un système pour le maintenir. Voilà. En fait, c'est ça. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase du film Le Guépard, il faut que ça change pour que rien ne change. Donc, en fait, on introduit des petits changements comme ça, mais en fait, le fond reste le même. Ah oui, puis dans votre livre, vous écrivez, hein, les anarchistes, le slogan, c'est ni Dieu ni maître. Donc, effectivement, à partir de ce postulat, il n'y a rien à craindre et je n'ai aucune limite. Donc, forcément que ça peut faire peur. Et c'est ça qui peut bouger, selon moi aussi, qui peut faire bouger les lignes et faire peur au système. Oui. Malheureusement, ce que j'ai dépeint, j'imagine que c'est un peu ça. C'est-à-dire, bon, ce sont un peu des anciens combattants, voilà, qui sont un petit peu paumés. Bon, ils essayent un peu de survivre dans ce monde, mais c'est pas. D'ailleurs, même à un moment, je citais, comment il s'appelle, le patron de Libération dans le dialogue sur les élections Péjacon. Oui, oui. Il parlait de radio libertaire.
même Radio Libertaire, elle n'est plus ce qu'elle était. Enfin, moi, je suivais Radio Libertaire pendant pas mal de temps. Mais par contre, ils ont de très bonnes musiques françaises, la chanson française. Et j'ai rendu hommage par l'intermédiaire du patron de Libération Radio Libertaire, parce que, je le dis pour ceux qui voudraient connaître la nouvelle chanson française de qualité, c'est Radio Libertaire. C'est magnifique. Voilà. Jacob, merci infiniment. Je suis vraiment ravie j'aurais continué. J'ai abusé déjà de votre temps. Je vous avais dit 1 heure. On en est presque à 1 heure et demie. Je suis désolée. C'était vraiment pertinent, intéressant. Je rappelle votre livre, Eric, si tu peux remettre juste le petit visuel, s'il te plaît. Le printemps des complotistes qui sort aux éditions Fiat Lux de Jacob Cohen. Si vous ne l'avez pas lu, évidemment, procurez-le vous. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, qu'il faut avoir lu et aussi qu'il faut offrir. Parce que, justement, voilà, quand on commence pour semer des graines, je trouve que c'est parfait. Et l'avantage qu'on a quand même, je ne sais pas si vous partagez ça, Jacob, c'est que quand une personne ouvre les yeux, je le dis souvent, elle ne peut plus les refermer. Donc ça, c'est des points marqués à chaque fois. C'est vrai. Est-ce que vous avez une actualité ou quelque chose que vous voulez rajouter, Jacob, que vous n'auriez pas dit ? Non, sauf dimanche, il y a une vidéo qui va durer quelques heures avec les représentants de 3 religions, juive, musulmane, chrétienne. Et puis, voilà, c'est organisé par Tribune Libre. Oui, Stéphanie Reynaud. Ouais. Nina Singer, je ne sais pas si elle a un truc. Voilà, donc moi j'y participe. Donc c'est un peu, bon, je ne sais pas ce que ça va être, mais voilà, c'est tout pour le moment. Et je continue notre dialogue, mais on se donne rendez-vous dans 4 ou 5 mois. Ah, d'accord, ok, grand plaisir. Merci infiniment encore, Jacob. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, vraiment c'était un grand honneur de vous recevoir. Vous avez été nombreux aussi les amis, n'hésitez pas à partager et à surtout vous procurer ce livre aux éditions Fiat Lux, Le printemps des complotistes. Le titre est magistral, je trouve, et le texte l'est tout aussi, voire plus encore. Merci Jacob, merci à tous et tous. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonsoir.